et France 24 présente Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Nous recevons ce soir François Rebsamen, ancien ministre du Travail et maire socialiste de Dijon. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est une fin de quinquennat un peu ébouriffante que l'on vit là. Un président en exercice qui se fait harakiri et renonce à se représenter à sa propre succession. Un Premier ministre censé être le fusible du président. C'est le contraire qui arrive. Un Manuel Valls qui part sur l'échapeau de roue en campagne pour les primaires. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui devient Premier ministre. Décidément, rien de tout cela n'était prévu, mais on a envie de dire qu'avec François Hollande, on ne s'ennuie jamais. Alors, vous venez de publier un livre en toute confidence chez Stock. Vous reconnaissez dans ce livre avoir vécu comme une énorme déception de ne pas avoir été nommé ministre de l'Intérieur en 2012, alors que vous maîtrisez le sujet, vous aviez tout un arsenal de réformes. Alors pourquoi avoir dans le fond refusé aujourd'hui le poste dont vous rêviez? Vous l'avez tweeté, vous avez dit que vous aviez refusé ce poste. On a envie de vous dire qu'on ne comprend pas votre décision. Je la comprends très bien. En 2012, je m'étais préparé, d'ailleurs à la demande du président de la République, à occuper ce poste. C'est son pouvoir, il n'a pas choisi de me nommer. J'en ai éprouvé une déception, pas trop pour moi, j'arrive à tourner la page assez facilement. Je suis d'un naturel optimiste, donc je me suis tourné vers l'avenir. J'ai éprouvé une déception sur l'instant, j'étais bien préparé. On m'a même dit, je ne sais plus dans quel livre j'ai vu cela, c'est que j'étais trop préparé. Et donc, voilà, c'est comme ça. C'était la première promesse de campagne non tenue de François Hollande. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Non, je ne dis pas, il y a un point d'interrogation. Vous l'avez promis. C'est une promesse. Voilà, quand on fait un gouvernement, il y a des contraintes, il y a la parité, il y a des gens qui se sont imposés, d'autres qui ne se sont pas imposés. Peut-être je ne m'étais pas imposé. Voilà, j'accepte le jugement du président de la République. Et depuis, j'ai été ministre du Travail. J'ai dû quitter malheureusement, je le dis à chaque fois parce que on ne comprend pas ça, j'ai dû quitter malheureusement mon poste parce que celui que j'avais mis à ma place à la mairie de Dijon, celui que j'avais désigné, est décédé d'un cancer. C'était pas prévu. J'avais promis que je reviendrais s'il n'était plus là, pour une raison ou une autre. Donc j'ai regagné la ville de Dijon. J'ai lancé des chantiers. Je suis président de ce qui va être une métropole. Dijon est une grande et belle ville. J'en suis fier d'en être le maire. Et donc, quand on m'a proposé, le président de la République m'a proposé d'être ministre de l'Intérieur, eh bien, j'ai dit, mais je suis maire de Dijon, je suis président de la communauté urbaine, je le reste. Ça, c'était ce matin. Donc, vous recevez un coup de téléphone. Oui, enfin, c'était... C'est intéressant de savoir. Vous recevez un coup de téléphone de François Hollande. Il vous dit, François, vous vous tutoyez. Oui. Veux-tu être mon ministre de l'Intérieur? Veux-tu être ministre de l'Intérieur? Acceptes-tu d'être ministre? Et vous lui répondez, non merci. Non, merci. Et il n'insiste pas. Non, et voilà, et il me connaît, c'est que bon. Mais est-ce que c'est pas majeur, hein. Non, j'entends bien. Mais est-ce que vous dites que vous voulez tenir votre parole pour votre ville, mais quand on est un homme politique, servir son pays en étant ministre sur un dossier que l'on connaît parfaitement, est-ce que c'est pas une forme de désertion? Voilà, le pouvoir vous tend la main. Je comprends cette question. Mais on nous reproche tellement, vous savez, de courir après les postes en croyant que être ministre, c'est... On a l'impression que vous boudez. Genre, tu ne me l'as pas donné en début de mandat, maintenant, pour 5 mois... Non, je ne boude pas. Il y a une tâche qui est là, qui est passionnante et que va assumer Bruno Le Roux, et très bien, c'est de protéger les Français. Et ça, c'est quelque chose qui n'était d'ailleurs pas prévu en 2012, parce qu'il y a eu des événements nouveaux avec malheureusement les attentats terroristes. Et donc, voilà, il l'assume, il va le faire très bien. Alors pourquoi, puisque vous avez refusé le poste, François Rebsamen, pourquoi le faire savoir? Puisque finalement, ça revient à faire savoir aussi pour Bruno Le Roux qu'il n'était pas le premier choix.
Oui, mais on n'est pas toujours le premier choix dans la vie, hein. Ça, c'est pas grave. Vous en savez quelque chose? Ça peut être un peu désobligeant. Non, ça ne l'est pas du tout. J'ai eu Bruno Le Roux au téléphone. Il n'a pas l'impression que vous lui avez fait de mauvaise manière. Oui, mais je suis très heureux. Non, au contraire, peut-être. Je suis très heureux qu'il soit ministre de l'Intérieur. Il va faire ça très bien. Comme d'habitude, je me permets de le dire, les radios annonçaient que j'allais être ministre de l'Intérieur. Et moi, je ne voulais pas qu'on croie que j'avais... que j'étais comme ça, manipulable. Il va être ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Ah, j'aurais pas été ministre de l'Intérieur. Non, je suis maire de Dijon. Je suis président d'une communauté urbaine importante dans la France. Voilà, je sers les habitants de ma ville. Alors, c'est vrai qu'il reste 5 mois et on se dit qu'une fin de quinquennat, c'est fait ces 5 mois pour éteindre doucement la lumière, parce que vous le savez tous, est-ce que la présidentielle se jouera à gauche? Vous connaissez, je pense, la réponse. Que va-t-il se passer pendant 5 mois? Je vous propose d'écouter donc Bernard Cazeneuve, donc le nouveau Premier ministre, qui était à la passation de pouvoir, donc à 16h, avec donc Manuel Valls. On l'écoute. Il reste quelques mois, et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'en politique, chaque jour est utile, que chaque jour compte. Et nous utiliserons par conséquent tous ces jours, tous ces mois que nous avons devant nous pour donner de la force à la République, donner de la force à la France, pour lui permettre d'affronter les défis qu'elle a devant elle. Alors, on viendra sur le cas de Manuel Valls, mais 5 mois, effectivement, 5 mois pour quoi faire? Les réformes, c'est terminé. Donc, comme l'a dit François Hollande ce matin, 5 mois pour protéger les Français. 5 mois pour quoi faire? C'est déjà majeur. Continuer ce qui a été fait, continuer de démanteler, on parle du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, puisque Bernard Cazeneuve a assumé cette fonction éminente pendant 2 ans. Donc, protéger les Français, c'est quand même la première des choses. Et puis, continuer de redresser notre pays, je le dis, il se redresse au niveau économique, et engranger petit à petit pour redistribuer aux Français les fruits de leurs efforts. C'est une tâche exaltante, mais courte, c'est vrai. Mais redistribuer ce que vous leur aviez pris en début de quinquennat avec le gourdin fiscal. Oui, mais on peut dire les choses comme ça. Mais vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui de retours sur leur investissement, parce qu'on a permis aux entreprises de retrouver des marges. On a, à travers le pacte de responsabilité, mis 50 milliards d'euros dans les entreprises. Du coup, leurs marges ont bondi. Du coup, elles peuvent réinvestir, elles peuvent réembaucher. Et ça, les Français, ils en sont contents. Ils voient ce qui se passe et ils en sont, j'en suis sûr, heureux quand on va voir à la fin de l'année que pour la première fois depuis... On reparlera de l'économie dans quelques instants. D'accord. Oui. Enfin, Bernard Cazeneuve, c'est le meilleur choix que François Hollande pouvait faire comme Premier ministre. Vous savez que vous étiez cité pour l'Intérieur, mais comme Premier ministre, on a parlé de Stéphane Le Foll, de Michel Sapin, de Marisol Touraine, de Najat Vallaud-Belkacem. C'était le meilleur choix, Bernard Cazeneuve, le choix de la raison, le choix du sérieux? C'est un choix qui est celui d'un homme qui a réussi dans toutes les fonctions qu'il a occupées progressivement. Il a commencé comme, je crois, ministre délégué aux affaires européennes. Il est passé ensuite au budget et puis à l'intérieur et Premier ministre. Dans chaque poste qu'il a occupé, il ne reste plus qu'une marche à gravir. Il a réussi. Si on était sûr qu'il... pourquoi pas? Il pourrait y penser, non? Je ne sais pas. Ça, il faut lui demander. Je ne sais pas. Non, justement, on peut considérer que François Hollande l'a choisi parce que, justement, il n'aura peut-être pas des velléités. Oui, je pense qu'à 5 mois de la fin de ce quinquennat, il a choisi quelqu'un qui était déjà en place, de solide, sur un sujet, on vient de l'évoquer, qui est quand même majeur, à savoir quelqu'un qui connaît parfaitement le fonctionnement des forces de l'ordre et des gendarmeries et la protection nécessaire. Donc c'est un gouvernement de confiance. Je le crois. Alors, Bernard Cazeneuve est à Matignon parce que Manuel Valls a quitté Matignon pour se consacrer pleinement à sa candidature. Il s'est déclaré hier depuis sa ville d'Évry et au cours de cette déclaration, il a parlé de François Hollande dans ces termes. On l'écoute. À François Hollande, je veux dire mon émotion, mon affection. Sa décision est celle d'un homme d'État qui place l'intérêt général au-dessus de tout. Elle nous oblige, tous. Je veux lui dire la chaleur de mes sentiments. Ils se sont
forgé à jamais dans le prix douloureux que notre pays a payé dans son engagement pour la liberté. Pour vous, François Rebsamen, qui êtes ce qu'on peut appeler un proche historique de François Hollande, quand vous entendez Manuel Valls parler comme ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il a des accents de sincérité ou est-ce que vous vous dites qu'il est quand même en train un peu de danser autour d'un cadavre encore chaud? Oh non, non, non. D'abord, le président de la République... Vous voyez bien ce que je veux dire. Je comprends très bien l'image. Mais ce que je veux dire là, c'est que... Oui, je trouve qu'il avait, dans ce discours, il avait des accents de sincérité, parce qu'ils ont vécu des moments forts entre eux, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des moments de tension, mais ils ont vécu des moments très forts. Je le sais, parce que je m'en suis entretenu, et j'en ai vu une partie au moment des attentats, notamment ceux du Bataclan, et ceux de Charlie. Et vous savez, ça forge une histoire de vivre ces moments-là ensemble. Alors là, pour le coup, au service des Français, dans la protection, en prenant des décisions qui sont des décisions très graves, qui concernent la vie de nos concitoyens. Cependant, sur François Hollande, vous dites depuis longtemps que c'était le candidat naturel. Vous aviez dit François Hollande est par essence institutionnellement le meilleur candidat. Oui. Justement, alors on va essayer de comprendre ce que vous entendez par essence. Et est-ce que dans le fond, Manuel Valls n'a pas fait un coup de force institutionnelle en disant à François Hollande, écoute, tu n'es plus en mesure d'être le candidat de notre camp? Alors, pourquoi était-il et pourquoi disais-je que François Hollande était le meilleur candidat par essence? Par essence, parce qu'il est situé, il était, donc, avant d'annoncer qu'il ne serait pas candidat, il était situé exactement au centre de la gauche. Et ce que tout le monde, enfin, les médias brocardaient comme la synthèse, c'était cette capacité qu'a eu la gauche, depuis François Mitterrand, de réaliser ce rassemblement de ceux qui étaient plus sur une ligne sociale libérale, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron et de Manuel Valls, et ceux qui étaient plus par nature à gauche ou sur une ligne un peu frondeuse. Marxiste. Marxiste, non, on a encore la gauche de la gauche. Plus frondeuse, on va dire, plus frondeuse. Donc, cette capacité qu'avait eu François Mitterrand à rassembler, cette synthèse mitterrandienne, ce talisman du rassemblement, il l'avait pris, François Hollande. Et donc, je pensais, et je pense toujours que c'était le meilleur candidat. Mais il n'a pas... Même après le livre. Il n'a pas... Oui, même après le livre. Et c'est pour ça que là, je regarde les choses qui se passent, parce que je considère qu'il faut... bon, il y a encore une semaine, je défendais la candidature de François Hollande. Donc il faut justement, il y a temps pour reprendre mes esprits, regarder les projets, les programmes, voir comment quelqu'un va rassembler. J'espère que Manuel Valls va y arriver. C'est cela. Quoi. Alors, il y a deux choses par rapport à ce que vous dites, en fait. Parce que dans cette même déclaration, vous disiez « il ne peut pas se dérober ». Oui, c'est vrai, je le pensais. Il s'est dérobé, François Hollande. Il a analysé la situation, oui, il a analysé la situation. Mais c'est une dérobade. C'était pour moi une manière de le pousser à être candidat. Jusqu'au bout, j'ai essayé de le pousser. Vous ne me ferez pas dire que je vais dire du mal de Hollande. Non, c'est pas chercher à faire du mal, c'est juste de la logique. Il ne peut pas se dérober. Il peut pas se dérober. Or, il s'est dérobé. Oui, ça voulait dire... tu ne peux pas faire autrement que d'être candidat. Voilà. Quelle était l'analyse, dans le fond, qu'il a faite pour prendre cette décision ? Je pense qu'il y a un phénomène que, au début, j'avais rejeté et qui finalement s'est imposé. C'était le problème de la primaire. Je pense qu'un président de la République, personnellement, je le pense, un président de la République sortant n'a pas à se soumettre à une primaire. Et donc, je pense que c'est une erreur collective que nous avons faite en proposant au président d'entrer dans une primaire. Et ça, c'était les statuts, c'était Martine Aubry. Ça, c'est Cambadélis aussi qui a un peu poussé dans ce sens. Mais Cambadélis, c'était dans son rôle, on va dire les choses comme ça, en essayant de rassembler, parce qu'il y avait les frondeurs qui contestaient, une aile réformatrice qui voulait s'émanciper, et donc il a dit le seul moyen de créer une dynamique, c'est... Mais on n'a pas mesuré, quand ça a été décidé il y a 6
6 mois, et je pense que François Hollande ne l'a pas fait non plus, les effets pervers que ça allait avoir. Et les effets pervers, c'est que moi je pense que ça abaisse la fonction, je vais vous dire ce que je pense vraiment. C'est pas un président de la République sortant en exercice, ne peut pas se soumettre à une primaire, aller débattre, j'ai rien contre, je sais pas, Marie-Noëlle Lienemann par exemple, même si on me dit qu'elle va sortir, j'ai rien contre elle, mais aller débattre un soir avec Marie-Noëlle Lienemann, et puis le lendemain matin, parler de la stratégie européenne avec Mme Merkel, ou même décider qu'il faut que nos avions bombardent telle ou telle cible. Il y a quelque chose qui me semble impossible. Et il n'y avait aucun moyen, effectivement, il aurait été poursuivi, on va dire juridiquement en tout cas, ou même moralement, le fait de l'avoir promis et de ne pas le faire, il n'y avait aucune solution pour qu'il enjambe cette primaire. J'ai accepté sa position, je l'ai salué, parce que c'est assez rare quand même de voir quelqu'un qui lucidement analyse une situation et dit je n'y arriverai pas. Voilà. Et pour la France, je ne veux pas la baisser, je ne veux pas rentrer dans une primaire, etc. Moi, j'étais pour que je sois candidat, même par-delà la primaire, c'est vrai. Je pense que je n'étais pas le seul. Mais François Rebsamen, ça n'a pas suffi. Ma force de conviction n'a pas suffi. Est-ce qu'on lui a savonné la planche à François Hollande ? Non. Personne ? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a eu des moments de tension, mais on pourrait dire. Le livre, par exemple, le fameux livre de Davet et l'homme, n'a pas été instrumentalisé, notamment par Manuel Valls ? Je ne sais pas si le livre a été instrumentalisé, mais par Barthelone, mais le livre a eu un mauvais effet, évidemment, parce que moi j'ai lu ce livre en entier. C'est l'histoire d'un quinquennat raconté, mais la sortie de quelques feuilles, bonnes feuilles, comme on dit dans le langage médiatique, au moment où il faisait son interview dans le Nouvel Obs, a cassé un élan, qui était là, un appel qui était prêt, tout un travail de rassemblement que nous avions préparé. Donc d'après vous, pas de stratégie. Il y a eu une stratégie quand même d'empêchement. Quand je rappelais Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui a quand même lâché les chiens, et Manuel Valls qui parle de la colère et de la honte des militants. Oui, mais je pense que c'est un mauvais mot qu'a employé Manuel Valls, parce que on peut pas avoir la chaleur des sentiments et avoir honte du président de la République. Moi, je n'ai pas honte de François Hollande. Il a été déloyal, Valls ? Non, il avait envie, il sentait, vous savez, l'analyse en politique, c'est comme ça. Il y a un moment, on sent que l'un flanche, hésite, et il a la force, Valls. Il a l'énergie. Il a l'énergie, personne ne le conteste. Il a cette force, comme Sarkozy. énergie. Il a senti à ce moment-là qu'il pouvait effectivement forcer la donne. Voilà, il l'a fait, mais... Et ça lui a coûté à François Hollande de ne pas y aller, de ne pas y aller ? Je pense, oui. Je pense. Je n'ai pas eu cette discussion avec lui, donc je ne peux pas vous le dire, mais je le pense. En tous les cas, ça a coûté à beaucoup de militants, beaucoup de gens qui croyaient encore en lui. Alors la question maintenant, c'est de savoir si Manuel Valls va être capable de faire le rassemblement, et ça risque d'être difficile. En témoigne cette première réaction d'Arnaud Montebourg hier, juste après la déclaration de candidature de Manuel Valls. Il explique vouloir unifier les gauches, il les a divisées avec la déchéance de nationalité, et il est maintenant le premier défenseur de l'unité de la gauche, alors qu'il a théorisé les gauches irréconciliables. Quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites que ça va être difficile pour Manuel Valls ? Oui, mais là, je veux dire, la primaire oblige à forcer le trait dans l'opposition des uns et des autres. On l'a vu à droite aussi, quand François Fillon avait dit à Nicolas Sarkozy que quand on est mis en examen, je crois, quelque chose comme ça, on n'est pas appelé à se présenter. Le général de Gaulle avait donné la leçon. Des phrases comme ça, elles étaient très fortes aussi. Donc, moi, je sais que Arnaud Montebourg avait appelé le peuple de droite, excusez-moi de l'expression, à venir voter pour battre François Hollande. J'avais saisi la haute autorité de la primaire parce que je trouvais que ses propos étaient déplacés. Et donc, j'espère que maintenant, Arnaud Montebourg est rentré dans le rang sur ce genre de propos. Voilà, parce que c'est pas correct. On a le droit de débattre, on a le droit d'appeler les gens de gauche à venir voter, mais dire cela comme ça, c'était pas bien. Et Arnaud Montebourg, aujourd'hui, vous le sentez donc déterminé à écrabouiller ses adversaires, en l'occurrence la droite de gouvernement ? Mais il en a fait partie, hein, c'est quand même ça qui est drôle. Il en a fait partie, et puis je pourrais dire quand même qu'il, non seulement il en a fait partie, mais il a fait partie de sorte de
mini-putsch à un moment, puisque avec Benoît Hamon, ils ont fait alliance avec Manuel Valls pour faire partir Jean-Marc Ayrault. Donc voilà, mais ça c'est la vie publique, hein, voilà. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag MardiPol, Roselyne. Oui. Et on se retrouve dans 5 minutes, le temps de faire un petit point sur l'actualité avec notre invité François Rebsamen.